Bonjour, je suis Isidora Stojanovic et aujourd'hui je vous parlerai des dimensions subjectives, intersubjectives et objectives des énoncés moraux. Le plan pour ma communication est de commencer par présenter un certain nombre d'études empiriques qui montrent que les énoncés moraux sont perçus comme étant plus subjectifs que les énoncés factuels, mais en même temps plus objectifs que les énoncés de goût personnel. Je parlerai aussi de certaines études qui suggèrent que les énoncés moraux positifs sont perçus comme étant plus subjectifs que les énoncés négatifs. Et par la suite, je discuterai les implications de ces études sur la plausibilité d'une sémantique des prédicats moraux compatible avec le réalisme moral. Donc je commence par un certain nombre d'études qui suggèrent que la moralité est perçue comme étant plus objective que le goût personnel ou que des jugements esthétiques, mais en même temps plus subjective que les faits. Je parlerai de trois études, enfin de trois travaux. La première étant celle de Jeffrey Goodwin et John Darley, The Psychology of Metaethics, Exploring Objectivism. Ensuite de mon propre travail dans l'article Disagreements about Taste versus Disagreements about Moral Issues. Et ensuite d'un article récent de Andrés Soria Ruiz et Federico Faroldi, Moral Adjectives, Judge Dependency and Holistic Multidimensionality. Je commence par l'étude de Goodwin et Darley de 2008. Donc, ce qu'ils ont essayé de voir, c'est comment les personnes ordinaires perçoivent les énoncés moraux et les désaccords sur des questions morales. Ils ont constitué une tâche où les participants voient un certain nombre d'énoncés, à savoir plus précisément 26 énoncés qui sont de 4 types. Des énoncés moraux, comme par exemple braquer une banque pour se payer des vacances de luxe est une action moralement mauvaise. Des énoncés factuels, comme Boston se situe plus au nord que Los Angeles. Des énoncés de goût, comme la musique classique c'est mieux que du rock. Et des énoncés qui expriment des conventions sociales, comme par exemple assister à un séminaire en pyjama et en peignoir, c'est un comportement mauvais. Donc c'est une étude qui date de l'époque où les séminaires se faisaient présentiellement. Alors les participants voient ces énoncés et on leur demande plusieurs choses. Donc tout d'abord, on leur demande en quelle mesure êtes-vous d'accord avec ces affirmations? Et on leur demande de noter sur une échelle de 1 à 6. Puis on leur demande de dire pour chacun de ces énoncés s'il s'agit d'une affirmation vraie, une affirmation fausse ou une opinion et une attitude. Ensuite, on donne aux participants une tâche de distraction et pendant ce temps-là, l'examinateur va choisir 5 énoncés, à savoir 2 énoncés moraux, un énoncé factuel et un énoncé de goût personnel et un énoncé sur les conventions sociales. Et il va choisir des énoncés que le participant a notés très haut en échelle, donc des énoncés avec lesquels le participant a dit qu'il était particulièrement d'accord. Et ils vont leur dire qu'ils ont des données sur ces énoncés et que d'autres personnes ne sont pas d'accord sur ces énoncés. Donc ils vont demander aux participants de juger ce désaccord en leur proposant de choisir entre les options suivantes. L'autre personne a sûrement tort. Il est possible que ni vous ni l'autre personne n'ayez tort. Il se peut que vous ayez tort et que l'autre personne ait raison, ou autre. Donc ça c'était la première étude, et la deuxième étude qu'ils ont menée, elle est très semblable, en fait pareil, avec les 26 énoncés donc répétés dans l'étude numéro 2, avec cette différence que la deuxième question, donc c'était la question où on demandait aux participants de dire si l'énoncé est vrai, faux ou si c'est une opinion, une attitude. Donc cette question devient simplement, selon vous, peut-il y avoir une réponse correcte pour savoir si cette affirmation est vraie? Donc en combinant ces deux questions, Goodwin et Darley ont constitué
ce qu'ils appellent une mesure d'objectivisme, donc qui va de 1 à 3. Le plus objectif, c'est là où les participants disent donc l'énoncé est vrai ou faux, ou dans l'étude numéro 2, qu'il peut y avoir une réponse correcte sur la question si l'affirmation est vraie ou faux. Et celle où, dans la question sur le désaccord, le participant va dire que c'est soit lui qui a certainement raison ou que l'autre personne a raison. Et évidemment, et le moins objectif, c'est le cas où le participant dit qu'il se peut, donc que l'énoncé exprime simplement une opinion ou une attitude, et que dans le désaccord, il se peut que personne n'ait tort. Alors, passons donc aux résultats. Dans les deux études, on voit que les énoncés moraux sont perçus comme étant plus objectifs que les énoncés de goût. Donc c'est les énoncés de goût dont l'objectivité est perçue comme étant très faible, mais aussi plus objectifs que les énoncés de convention sociale, et néanmoins plus subjectifs que les énoncés factuels. Je passe maintenant à mon propre travail. Donc là, il s'agit d'un article publié il y a 2 ans où je me suis intéressée au rapport entre les désaccords de goût et les désaccords moraux. Et notamment, j'ai argumenté contre ces approches qui traitent ces deux types de désaccords sur le même modèle. Donc un certain nombre d'auteurs le font, comme Crispin Wright, Max Colbel, Mark Richard, Alex Silk, Teresa Marquez ou encore David Plunkett et Tim Sandel. Je vais simplement rapporter ce qui est pertinent pour la discussion d'aujourd'hui, à savoir que j'ai souligné les différences linguistiques qu'il y a entre les prédicats de goût et les prédicats moraux. Et c'est à partir de ces différences que j'ai montré qu'elles se répercutent sur les mécanismes de désaccord qui opèrent dans les deux cas, et que pour cela, on aurait tort de voir les désaccords moraux et les désaccords de goût comme reflétant un même type de désaccord. Donc les différences entre les adjectifs de goût personnel, les adjectifs comme délicieux ou intéressant, et les adjectifs moraux comme moralement bon ou encore honnête et cruel, ces différences peuvent être montrées de plusieurs façons. Il y a des arguments théoriques. Les arguments sur lesquels je me suis appuyée consistent à montrer que les prédicats de goût apparaissent de manière naturelle dans des constructions qui articulent le sujet de l'expérience. Donc en anglais, ce seraient des expressions comme for me ou to me, et aussi les constructions avec le verbe find, qui est équivalent ou presque du français trouver que. D'un côté empirique, donc ce qu'on peut voir, c'est que dans les données quantitatives, les différents prédicats ont des occurrences qui diffèrent largement. Par exemple, quand on regarde les constructions justement avec le verbe find. Donc là, c'est une étude que j'ai menée en collaboration avec ma collègue Louise McNally sur le corpus, le British National Corpus. Également, il y a des données expérimentales de Elsie Kaiser et Jamie Lee dans leur article Experience Matters, a Psycholinguistic Investigation of Predicates of Personal Taste, où elles montrent des différences entre les prédicats de goût et d'autres types d'adjectifs multidimensionnels. Mais je n'entrerai pas dans les détails, parce que je vais passer à la troisième étude de cette première partie de ma présentation. C'est une étude expérimentale, là encore sur les adjectifs moraux. Mais pour la présenter, c'est une étude qui s'appuie sur
une autre étude de Stephanie Solt dans son article Multidimensionality, Subjectivity and Scales, Experimental Evidence. Donc, cet article de Stephanie Solt d'il y a 3 ans, de 2018, ce qu'elle regarde, ce sont à nouveau des désaccords. Donc, on sait que des adjectifs gradables de tout type peuvent générer ce qu'on appelle des désaccords sans faute. Deux personnes peuvent être désaccords, par exemple, sur la question si une bouteille de vin est chère dans un restaurant, si un repas est cher, ou encore sur la question de savoir si telle personne est grande. Donc là, un désaccord sans faute, c'est un désaccord où on a l'impression qu'aucune des deux personnes n'a tort. Cependant, ce que Solt montre, c'est que ces adjectifs, quand on regarde les constructions comparatives, diffèrent beaucoup entre eux, qu'il y a beaucoup de différences entre des désaccords donc, qui engagent des adjectifs comme grand ou cher et des adjectifs de goût. Alors, à partir de cette étude de Solt, Soria Ruiz et Faroldi ont rajouté des adjectifs moraux pour voir comment les personnes ordinaires, donc les participants de l'étude, vont juger les désaccords qui font intervenir ces adjectifs. Donc là, ce que vous voyez, c'est la liste des adjectifs qui ont été utilisés dans cette étude. Donc je mentionne en passant que cette notion de subjectivité ordonnée, donc ça reflète en anglais ordering subjectivity, donc cette idée que sur les questions de subjectivité, on a des degrés, donc quand il s'agit des désaccords sans faute. Donc là, les adjectifs dans l'étude de Soria Ruiz et Faroldi, ils ont repris ceux que Solt a utilisés, donc comme grand ou cher, justement, comme j'ai mentionné dans mes exemples. En numéro 5, donc là, on voit des adjectifs de goût comme délicieux, tasty, ou moche, ugly. Et ils ont rajouté 3 types d'adjectifs normatifs, dont en 6 et 7, ceux qu'on peut appeler des adjectifs moraux, comme éthique ou vertueux, ou encore généreux ou honnête. Donc la tâche que les participants voient, donc on leur présente des dialogues où deux personnes sont en désaccord et les adjectifs apparaissent toujours dans des constructions de comparaison. Donc, comme par exemple, la chemise de Billy est plus sale que celle de son frère, la pizza est moins bonne que celle de la semaine dernière, les amis de Bill sont plus loyaux ou plus honnêtes que les amis de Marie. Et les participants peuvent choisir entre une seule personne peut avoir raison, l'autre doit avoir tort, ou c'est une question d'opinion. Voici les résultats obtenus dans cette étude. Donc il faut souligner que les résultats de Soria Ruiz et Faroldi répliquent ceux que Solt a obtenus. Donc on voit que lorsqu'on a des adjectifs comme grand ou cher, les participants vont dire que là, une seule personne peut avoir raison. Mais quand on descend tout en bas et on voit des adjectifs comme moche ou délicieux, donc la plupart des participants vont dire que c'est une question d'opinion. Et donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, comme on parle des énoncés moraux, c'est que quand on regarde les adjectifs moraux, ils se situent justement entre les deux. Donc là, dans le milieu de l'échelle, on voit des adjectifs comme généreux ou vertueux. Donc là, on a vu trois travaux.
qui semble montrer que les énoncés moraux sont plus subjectifs que les énoncés factuels et plus objectifs que les énoncés de goût personnel, ou en tout cas qui sont perçus comme étant tels par des personnes ordinaires. Donc là, je vais parler brièvement de deux études qui semblent montrer qu'on a une asymétrie entre les énoncés moraux positifs et les énoncés moraux négatifs. La première, c'est à nouveau de Jeffrey Goodwin et John Darley. Donc là, c'est un article publié 4 ans plus tard que celui dont on a parlé tout à l'heure. Why are some moral beliefs perceived to be more objective than others? Et ensuite, je parlerai des résultats d'une étude toute récente qu'on vient de mener avec mes collègues Bianca Cepolaro et Filippo Domaneschi, sur lesquels nous sommes toujours en train de travailler. Mais je vais aussi signaler d'autres travaux donc, qui semblent montrer des asymétries de valence, comme on peut dire. Commençons par l'étude de Goodwin et Darley de 2012. Donc, déjà dans leur étude précédente, ils avaient noté que certains jugements moraux étaient perçus comme plus objectifs que d'autres, donc ils n'étaient pas tous également notés au même niveau de l'échelle. Donc dans cette étude, ils se sont intéressés à des questions qui font que certains jugements sont perçus comme étant plus objectifs que d'autres. Dans l'étude en question, donc il y a plusieurs études, mais je vais parler uniquement de leur première étude. Ce qu'ils ont fait, c'est donner aux participants des vignettes. Donc il y en a eu 18, dont 12 morales. Les vignettes, c'est comme des histoires où on va demander ensuite aux participants de répondre à un certain nombre de questions. Donc les 12 morales consistaient de 6 avec des affirmations négatives, 3 positives et 3 sur des questions controversées comme euthanasie et avortement. Puis des 6 autres, 2 avec des affirmations factuelles, 2 des affirmations de convention sociale et 2 de goût ou de jugement esthétique. Donc pour rendre ça un peu plus concret, donc je vous rapporte un des exemples d'histoires qu'ils ont utilisés. Donc ils vont raconter qu'un personnage qui va avoir un nom fictif, est dans un restaurant, il veut s'acheter un iPad, il voit à la table à côté un portefeuille, et pendant que la personne donc, qui a laissé ce portefeuille pour aller aux toilettes n'est pas là, le gars en question va regarder dans le portefeuille, il voit $200, il les prend et il s'en va. Et l'affirmation qu'on demande aux participants de juger est que l'action de cette personne est moralement mauvaise. Donc, sur ce type d'histoire, les questions posées aux participants sont les suivantes. D'abord, en quelle mesure êtes-vous d'accord avec l'affirmation ? À noter sur l'échelle de 1 à 6. Donc là, c'est comme leur étude de 2008. Ensuite, en quelle mesure pensez-vous qu'il y a une réponse correcte à savoir si l'affirmation est vraie ? Là donc ce n'est pas seulement oui ou non, mais à nouveau à noter sur une échelle de 1 à 6. Et enfin, ils vont faire comme dans l'étude précédente, c'est-à-dire que pendant une tâche de distraction, on va dire aux participants qu'on a des données qui montrent que d'autres personnes sont en désaccord, donc sur les énoncés sur lesquels ces personnes-là étaient particulièrement d'accord. Donc on va leur dire en quelle mesure pensez-vous que la personne qui est en désaccord a tort, ou plutôt que les deux, vous puissiez avoir raison tous les deux.
Et donc là, ce qu'on voit, c'est donc là on voit le niveau d'objectivité dans les différents scénarios de type moral, dans les histoires morales. Euh, donc, comme dans l'étude précédente, ils ont utilisé ces questions pour créer une échelle d'objectivité allant de 1 à 6 et des, euh, des actions morales, enfin, plutôt des actions immorales, donc les actions jugées comme étant immorales, les actions négatives sont celles où la note d'objectivité est la plus haute. Donc le numéro 1, Steel Wallet, c'est justement l'histoire que je vous ai donnée en exemple, où les participants vont juger donc que l'autre personne a tort et qu'il y a une manière de savoir si l'affirmation qu'il s'agit d'une action mauvaise est correcte. Et ça va de façon décroissante. Donc de 1 à 6, on a ces histoires où on a des actions immorales. De 7 à 9, ce sont des actions qu'on va juger comme étant moralement bonnes, comme de sauver quelqu'un qui est en train de se noyer, et celles où la note d'objectivité est nettement inférieure aux précédentes sont ce qu'ils appellent contested value of life issues, c'est-à-dire des questions où on n'a normalement pas de consensus sur leur statut moral. Donc, cette étude donc, montre que la manière dont les participants perçoivent l'objectivité des énoncés moraux, donc qu'elle n'est pas toujours égale, qu'il y a des degrés, disons, d'objectivité. Donc là, je passe à des études qu'on a menées récemment avec mes collègues. Donc là, c'est des études qui poursuivent le travail que nous avions fait précédemment dans l'article When is it okay to call someone a jerk? An experimental study of expressives, qui a été publié l'année dernière dans Synthèse. Donc, dans cet article, nous nous sommes intéressés aux péjoratifs, c'est-à-dire des termes dérogatoires comme en français par exemple connard, et nous nous sommes intéressés à des questions d'acceptabilité de ce type d'expression. Ici, je ne vais pas parler de ces aspects de nos études, même si dans les études récentes, c'est encore les expressifs, les péjoratifs qui nous intéressent. Donc, ce qui nous a intéressé dans les études dont je vais brièvement parler maintenant, c'est la question de savoir quel est le contenu des différentes expressions, qu'elles soient péjoratives comme connard ou des termes évaluatifs comme des termes négatifs comme par exemple cruel ou des termes positifs comme honnête. Et ce qui nous a intéressé, c'est les questions de savoir si ce contenu est jugé comme étant subjectif, c'est-à-dire comme reflétant l'attitude que le locuteur a vis-à-vis de la personne qui va appeler connard ou qui va appeler honnête ou cruel, ou plutôt intersubjectif, comme reflétant non seulement l'attitude du locuteur, mais aussi des interlocuteurs, ou plutôt un caractère objectif. Donc ce qu'on a fait, ce sont deux études. Une où on a demandé aux participants de juger l'acceptabilité des différents énoncés, des énoncés comme Marie est cruelle, dans des différents contextes. Et là, les variations sur les contextes ont consisté, pour les péjoratifs, à spécifier
les conditions, à savoir à rendre explicite l'attitude que le locuteur a vis-à-vis de Marie, dans le cas subjectif, ou par exemple dire que Marie a eu une conduite mauvaise dans les cas des péjoratifs. Et donc ça, c'est l'étude d'acceptabilité. Et dans une autre étude, on a demandé aux participants de choisir la meilleure paraphrase d'un énoncé. Donc là encore, on avait des énoncés avec des péjoratifs, mais aussi des énoncés avec des termes évaluatifs. Donc, ce qui nous intéresse dans cette présentation, c'est qu'on a vu une asymétrie entre les expressions positives et les expressions négatives. Ou par les expressions négatives, on comprend non seulement les péjoratifs, mais aussi des termes moraux comme cruel. Donc, une asymétrie qu'on voit dans les deux tâches, dans les deux études. Au niveau de l'acceptabilité, ce qu'on a vu, c'est que les énoncés positifs, comme Marie est honnête, sont jugés comme étant plus acceptables que les énoncés négatifs, comme Marie est cruelle ou Marc est un connard, et cela dans les contextes, disons, identiques. Donc là, ce que vous voyez, c'est les résultats. C'est trop petit pour voir, mais en gros, là, dans le graphe, là où l'acceptabilité est jugée la moindre, donc c'est ce qui est dans le graphe tout à la gauche, ce sont les péjoratifs. Au milieu, c'est des énoncés négatifs comme Julie est cruelle. Et l'acceptabilité la plus grande, on la note dans les énoncés positifs. Puis, l'asymétrie positive-négative a réapparu, et c'était en fait un peu surprenant pour nous, elle est réapparue dans l'étude où on a demandé aux participants de choisir la meilleure paraphrase. Donc, au départ, notre étude, vraiment ce qui nous intéressait, ce sont les péjoratifs, et on ne s'attendait pas à trouver des choses intéressantes sur ce qu'on appelle des expressions de contrôle, c'est-à-dire ces expressions comme cruel ou honnête. Mais donc voilà, quand on a analysé les données, les participants préfèrent interpréter les énoncés négatifs de façon objective. Donc, Marc et Cruel, ils vont interpréter cela comme plus ou moins équivalent à l'affirmation que Marc a agi ou a dû agir de manière cruelle, alors que pour les énoncés positifs, les participants préfèrent une interprétation subjective, donc Marc est honnête et est compris comme reflétant une opinion positive de la part du locuteur. Le locuteur a une bonne opinion de Marc, c'est-à-dire une interprétation plus subjective. Donc, ça a été surprenant, mais en même temps, on sait que l'asymétrie positive-négative a été notée dans d'autres travaux, et sur cette diapositive, j'en énumère un certain nombre. Les travaux de Joshua Knob sur l'intentionnalité sont bien connus en philosophie. Un article très intéressant de Paul Legré et Florian Kova qui s'appelle Moral Asymmetries and the Semantics of Many montre que le quantificateur many, beaucoup, a une sémantique qui semble être différente selon la question de si le restricteur qui vient après est positif ou négatif. Et en psychologie, les travaux de Alves, Koch et Unkelbach, Why Good is More Alike Than Bad, Processing Implications, montrent également que
des différences intéressantes. On a plusieurs autres travaux dont je ne vais pas entrer dans les détails. Mais la question qui se pose, c'est comment cette asymétrie positif-négatif qu'on voit dans d'autres domaines se rapporte à ce qui semble exister aussi dans le domaine moral. Voilà pour ce qui est des études empiriques dont je souhaitais parler dans cette intervention. Et dans le temps qui reste, je vais discuter brièvement la question de savoir si ces données qu'on a vues, donc des données qui semblent montrer que les énoncés moraux sont perçus comme étant plus objectifs que des énoncés de goût personnel, mais plus subjectifs que les énoncés factuels, comment ces données peuvent être rendues compatibles avec le réalisme moral. Donc une possibilité, celle qu'un réaliste pur et dur pourrait poursuivre, serait de dire, après tout, ces intuitions ordinaires, elles ne sont pas pertinentes pour les questions de métaéthique. Donc, ils vont proposer une théorie de l'erreur. Dans la présente communication, je ne souhaite pas argumenter contre ce type d'approche, mais je vais simplement dire que ce n'est pas pour moi l'approche la plus intéressante, parce que si on peut avoir une sémantique des termes moraux qui puisse rendre compte des données linguistiques et qui est compatible avec des intuitions des locuteurs et qui s'accorde bien avec ce que montrent ces différentes expériences, ce type de sémantique est préférable qu'Eteris paribus. Donc, une idée prometteuse qui est compatible avec le réalisme moral serait de dire que les propriétés morales, donc même si elles apparaissent à première vue comme étant des propriétés monadiques, sont en fait des propriétés relationnelles qui font intervenir les standards et les normes d'une communauté. Donc, c'est une idée qui n'est pas particulièrement originale, mais ce que je souhaiterais faire, c'est donc montrer comment ce type donc de réalisme moral, donc c'est un réalisme moral qui a certains éléments en commun avec une forme de relativisme aussi, peut rendre compte des données qu'on a vues précédemment. Donc, d'après une sémantique qui va construire les propriétés morales comme étant des propriétés relationnelles, un énoncé de la forme action A est moralement permissible, est vrai relativement à un index IC, si et seulement si les normes de la communauté C permettent l'action A dans les circonstances I. Donc là, il s'agit d'une simplification, mais plutôt que de nous engager dans les détails, dans le temps qui nous reste, je souhaite aborder deux points, à savoir comment ce type de sémantique permet de rendre compte des données qu'on a vues précédemment, et en quelle mesure on peut vraiment parler d'une sémantique réaliste. Je vais commencer par cette deuxième question. Donc, là, on voit qu'il s'agit d'une sémantique compatible avec le réalisme, c'est que même si ces propriétés sont relationnelles, après tout, si elles obtiennent ou non, est une question qui dépend de la réalité des faits. En d'autres termes, la question de savoir si les standards d'une communauté donnée rendent une action permissible ou non dépend des faits. Et donc là, comme je l'ai mentionné, donc on a une relativité à des communautés, à des normes et des standards d'une communauté. Et dans ce sens-là, la sémantique qu'on a ici
n'est pas compatible avec un réalisme absolutiste, donc l'absolutisme selon lequel il n'y a qu'une seule morale absolue, mais c'est néanmoins une position réaliste, comme l'argumente Gilbert Harman dans plusieurs articles, entre autres celui dont le titre est très parlant, qui s'appelle Moral Relativism is Moral Realism. Et je souhaite rajouter que dans mes travaux sur le relativisme moral, à savoir le chapitre Moral Relativism dans le Routledge Handbook of Metaethics et aussi dans le manuel de métaéthique, les jugements moraux sont-ils relatifs? Donc je discute les différentes versions des sémantiques relativistes en soulignant que beaucoup d'entre elles sont en fait compatibles avec le réalisme moral. Je passe à la question de savoir comment ce type de sémantique peut être rendu compatible avec les données qu'on a vues. Donc tout d'abord, cette sensibilité aux normes et aux standards d'une communauté est un mécanisme sémantique bien différent de la sensibilité à l'expérience d'un sujet qu'on note dans les prédicats de goût personnel. Et cette différence-là va expliquer les différences linguistiques que je discute dans mon travail de 2019, donc qui consiste à montrer que les désaccords moraux et les désaccords de goût sont des accords de type bien différent. Quant aux expériences de Goodwin et Darley, donc rappelons que selon la proposition qu'on est en train de discuter, un énoncé moral est vrai ou faux relativement aux standards et aux normes d'une communauté donnée. Donc ce qu'on peut dire, voilà, l'hypothèse qu'on peut émettre sur ce qui se passe quand les participants vont juger les énoncés moraux présentés dans les études de Goodwin et Darley, c'est que certains participants vont présupposer que la communauté pertinente pour savoir si un énoncé est vrai ou pas est donnée pour acquise et d'autres non. Donc ça va conduire certains participants à dire que oui, il y a une façon correcte de savoir si l'énoncé est vrai. Ces participants qui vont présupposer qu'on a les standards pour évaluer ces énoncés comme étant vrais et faux vont répondre de cette manière-là, tandis que d'autres qui sont, plus conscients que des différents standards peuvent répondre de manière différente, ne vont pas faire cette présupposition et vont plutôt dire qu'il n'est pas évident qu'on puisse avoir une réponse correcte pour savoir si l'affirmation est vraie ou non. Et de même sur la question de désaccord. Quant à l'expérience de Soria Ruiz et Farol, et donc l'expérience qui montre que les participants, quand on les demande si deux personnes qui semblent être en désaccord sur des questions morales, si l'un d'entre eux a raison ou si ils expriment simplement leur opinion. Donc là encore, on a vu que les énoncés moraux ont un statut intermédiaire, donc les participants vont tantôt juger que oui, l'un des deux a raison, tantôt que ce n'est pas le cas. Donc là encore, donc on peut penser que ce qui se passe, c'est que certains participants présupposent que la communauté pertinente est donnée pour acquise et que c'est la même
pour les deux personnes dans le dialogue en question. Donc ces participants-là vont dire qu'une seule personne peut avoir raison, tandis que d'autres participants qui ne font pas cette présupposition vont plutôt s'abstenir à dire que seulement une des deux personnes peut avoir raison. Enfin, ce type d'approche expliquerait aussi pourquoi dans l'expérience de Goodwin and Darley de 2012, les questions controversées comme celle de l'euthanasie sont jugées plus subjectives. L'idée étant que pour ces questions-là, on sait bien qu'il y a de différentes communautés saillantes dont les standards divergent, donc certaines qui pensent que, dont les normes vont permettre l'euthanasie et d'autres dont ce n'est pas le cas. Et comme il s'agit des divergences saillantes, on peut s'attendre à ce qu'il y a plus de participants qui vont en être conscients, et que c'est ce qui explique pourquoi on voit ce type de questions comme étant perçues plus subjectives. Donc, tout cela est bien prometteur, mais quand il s'agit de l'asymétrie entre les énoncés positifs et négatifs, pour l'instant, ça demeure une énigme. J'ai quelques idées sur ce qui pourrait se passer dans ces cas-là, mais elles sont très spéculatives, et comme j'en arrive au bout de mon temps, je préfère donc laisser cette asymétrie comme une question ouverte, et je vous remercie. Donc je vous remercie pour votre attention, et je serai heureuse de répondre à des questions également. Si ça ne se fait pas dans la période de discussion, vous pouvez m'envoyer un email. Merci encore.